Donc aujourd'hui, le thème est ce thème tout à fait central de la relation client, du dialogue dans la relation client. Quelque chose qui va sans dire, qui est que la relation client est bien une forme de dialogue et que sans dialogue, il n'y a pas relation client. Sauf que quand justement on commence à approfondir, on voit que les choses ne sont pas si simples et qu'il faut justement creuser cette notion de dialogue pour bien comprendre comment doit se structurer la relation client et les relations clients dans ce monde contemporain. Et pour ça, nous avons le plaisir et l'honneur de profiter des lumières de trois représentants qui sont d'une certaine manière aussi trois fidèles. Et je commencerai par Maria Arti, qui interviendra en seconde position, qui est directeur général d'IDEBUS et qui avait beaucoup travaillé avant sur quelque chose qui s'appelle IDTGV, et encore bien avant, et qui très régulièrement a trouvé le temps de venir inspirer nos discussions sur ces modèles mis en œuvre pour significativement changer des situations considérées par d'aucuns comme des situations un peu bloquées. Vous voyez la situation des trains et même du système du TGV il y a un certain nombre d'années pour lesquelles il fallait trouver des solutions nouvelles, notamment des solutions nouvelles pour enrayer ce qui risquait d'être une perte de part de marché liée par exemple au développement des low cost, des compagnies aériennes low cost et autres. Et Maria Arti, je rends hommage effectivement à ce travail continu que l'on a pu observer, qui était effectivement d'instiller des voies d'innovation complètement au cœur de cette problématique innovation et service, et en particulier dans des organismes comme la SNCF, dont on voit bien que la survie repose sur la capacité d'innovation et dont on sent bien aussi qu'il y a forcément de la résistance au changement, il y a forcément de l'inertie, il y a forcément des baronnies, des situations acquises qui rendent le travail de mise en œuvre de l'innovation dans ces ensembles extrêmement challenging, comme on dirait en anglais, et pourtant ô combien utile. Et c'est des choses qui nous ont toujours beaucoup intéressés parce que finalement, il y a l'innovation qui débouche sur la start-up qui permet effectivement de tester un nouveau modèle, et Dieu sait qu'on en a besoin et qu'on pousse là. Et puis il y a cet autre domaine qui est l'innovation dans les grandes organisations, et même au-delà de ça, l'innovation dans les sociétés, qui pose d'autres défis. Et puis après, il y a comment on combine un petit peu ces deux choses, comment on tire avantage d'une dynamique essaimée, de start-up presque individuelle ici et là, et comment on arrive à faire en sorte que tout ça puisse être mobilisé pour une innovation de grande organisation, voire de société. Et créer ce pont est quelque chose qui est au cœur des défis contemporains. Alors, EDF est certainement aussi représenté aujourd'hui par Olivier Leclerc, directeur des services clients aux particuliers. C'est vraiment une entreprise qui est finalement dans une configuration pas si différente de la SNCF, c'est-à-dire nécessité d'innover et en même temps le poids d'une très grosse organisation qui peut avoir travaillé et travaille toujours sur des programmes lourds, sécurisés, à durée de développement long, je pense par exemple au programme nucléaire, etc., pour lequel le rapport au temps n'est pas du tout le même que le rapport au temps que l'on peut avoir dans la relation entre FUS-EDF et ses clients, en particulier les particuliers. Et donc c'est tout à fait intéressant là aussi de voir comment on arrive dans une entreprise de la taille et de la puissance d'EDF à combiner finalement des impératifs qui sont ceux de la très grosse entreprise à investissement d'infrastructures longs, très sécurisés, etc., et l'autre impératif qui est celui d'une activité agile avec des particuliers toujours plus exigeants et dans une situation concurrentielle qui peut être amenée à changer. Je dis qu'il peut être amené à changer parce que dans les règles, les choses changent. Dans la pratique, après, il y a des inerties d'autres natures. Et pour revenir sur nos fidèles, Pierre Calfon, qui, entre autres choses, je crois que je peux le dire, est un ancien ESSEC. Ce n'est pas une honte, bien au contraire, et je dois dire que nous avons toujours énormément de plaisir à faire contribuer des gens qui ont été à un moment ou à un autre dans l'école, sous une forme ou sous une autre. Et puis c'est une des grandes richesses de l'ESSEC. Je le vois tous les jours en Asie, dans lequel les réseaux des anciens, en particulier à Singapour, à Hong Kong, à Pékin, à Shanghai,
constitue la base même des possibilités de développement qui sont les nôtres. Et d'ailleurs, des anciens qui réussissent très bien, hein, qui montrent aussi l'agilité finalement des gens formés dans nos systèmes à s'adapter à des situations complètement différentes et à prospérer. Quelque part, c'en est même inquiétant, car beaucoup se plaisent à dire qu'ils réussissent beaucoup mieux là-bas qu'ils ne réussiraient ici. Ce qui n'est pas forcément toujours bon pour le devenir de notre économie. Mais bon. Pierre Galfond, donc, qui représente aujourd'hui CSC, qui, je crois, est depuis longtemps associé à CSC. Ça fait combien de temps que tu travailles sur CSC ? 10 ans seulement ? Je ne sais pas pourquoi j'imaginais que... Non, il y a 10 ans, tu terminais les secs, c'est juste la jeunesse qui se marque. Pierre Galfond a suivi beaucoup de nos activités. On a travaillé ensemble sur des choses, le tourisme, le transport, un certain nombre de choses. Et il faut rappeler, je crois que vous l'avez dans les cartons et autres, vous l'avez là-dessus, que CSC est un partenaire dès l'origine d'ISIS, et en particulier un partenaire des matins, apportant sa contribution intellectuelle, mais aussi matérielle, à la réalisation de cette initiative. Voilà pour les présentations sur lesquelles je reviendrai un petit peu. Il est d'usage d'occuper un peu le terrain. Non, c'est pas ça. Il est d'usage d'occuper un peu le terrain. Et là, je peux réutiliser ça. Merci. Pour lancer un certain nombre de choses. Alors, j'ai quelques slides, mais je vais les passer assez vite, car je suggérerais à ceux que le sujet intéresse, c'est-à-dire à vous, parce que sinon vous ne seriez pas là, de vous référer à un petit ouvrage que l'on a fait, que l'on a fait collectivement, petit, mais on était nombreux, sur justement le thème de la matinée, l'influence du dialogue sur les relations et l'expérience client, qui est un petit ouvrage dans lequel la première partie est une réflexion, la deuxième partie est en fait une présentation d'une série de situations réelles, de cas, sur la base desquels est formulée la réflexion du début. C'est quelque chose qui a été fait en partenariat avec La Poste, qui souhaitait développer sa réflexion sur ce domaine et qui sera suivi d'un deuxième volume du même type pour compléter les choses. Ce que l'on peut dire simplement très vite, c'est que d'abord la question du dialogue, je vais dire des trivialités, mais je pense que elles sont inévitables. La question du dialogue est une question posée, car nous savons tous que finalement, beaucoup de dialogues se résument à des concours de monologues. D'ailleurs, c'est le cas en ce moment. Vous voyez, c'est censé être un dialogue, mais de toute évidence, c'est pour l'instant un monologue. Et que 2 monologues ensemble, ou 3 monologues ensemble, ne produisent pas la valeur ajoutée que l'on attend d'un dialogue. Alors, beaucoup de gens ont réfléchi sur ce que pouvait être cette notion de dialogue, et on se référera notamment au dialogue socratique. Je pense à mon ami que vous connaissez bien, Xavier Pavie, qui a écrit sur ces questions-là, et qui rappelle combien l'approche socratique est une approche qui tend d'abord à déconstruire le monologue de l'autre, pour ensuite essayer de rebâtir un véritable dialogue. Et l'idée de base, c'est de dire, tant que je n'ai pas déconstruit le monologue de l'autre, on ne rentre pas dans un vrai dialogue. Et si on ne rentre pas dans le vrai dialogue, on va se quitter dans une situation qui ne serait peut-être pas la situation optimale auquel on voudrait arriver si justement les conditions d'un dialogue étaient mises en place. C'est-à-dire l'idée d'une construction d'une réponse commune, et pour lequel l'action suivra. Et on sait, dans nos organisations notamment, combien de réunions qui regroupent des tas de gens qui monologuent sont suivies d'aucune action. Parce que justement, les accords sur lesquels on se met d'accord sont en fait vides de véritable dialogue. Donc c'est une vraie préoccupation, et c'est une vraie préoccupation de nos organisations, qui sont des organisations finalement dans lesquelles le pouvoir dictatorial que l'on pouvait imaginer dans d'autres époques ou dans d'autres pays n'est plus véritablement celui qui domine, ce qui est une bonne chose. Nous avons beaucoup travaillé et souffert pour ça. Mais c'est vrai qu'il m'arrive quelquefois de voir des situations en Asie, vous savez, ces démocraties éclairées, qui pullulent en Asie, à commencer par la Chine, dans lesquelles, quelquefois, on retrouve des modes de pensée dans lesquels, effectivement, le dialogue n'est pas forcément nécessaire, car l'application des directives de celui ou celle qui dirige est une application peu discutée. Enfin bon,
Après, ça dépend de la taille, ça dépend des choses, mais on sent que la menée à l'action n'est pas toujours le fruit d'un dialogue, ça peut être le fruit d'un ordre. Sauf que nous ne fonctionnons plus sur la base d'ordre. D'ailleurs, on passe notre temps, surtout en France, nous on le voit bien à l'ESSEC et autres, à remettre en cause en permanence la pensée de celui ou celle qui est censé diriger. Alors c'est amusant, je ferme la parenthèse parce que c'est juste pour rire, c'est amusant parce qu'à Singapour, j'ai un groupe essentiellement constitué de gens d'origine asiatique. Sur les 50 personnes, très peu sont d'origine européenne, il n'y a que 3 Français. Enfin, on travaille beaucoup avec la France. Et je m'aperçois que la contagion française arrive. C'est-à-dire que finalement, bien que nés indiens, chinois ou autres, après tout, dans une organisation française, au bout d'une année, de 2 années ou autre, on sent qu'on va faire comme tout le monde, on va tout contester parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de tout remettre en cause en permanence. Ça rend les choses sympathiques. On arrive toujours à être efficace quand même parce que le fond reste solide. Je parle des gens qui sont là-bas. Nous, je ne sais pas. Alors après, il y a toute une série d'évolutions, de réflexions. Sur le dialogue et la relation client, le plus exotique, sans doute aujourd'hui, est la pensée marxiste, qui reste une pensée empreinte d'une réalité historique, consistant effectivement à dire c'est la production qui gère la consommation. Et là, on voit à quel point, finalement, les choses se sont décalées dans le temps. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la production crée le consommateur. Car on est en permanence dans une logique où on va essayer de tirer de notre connaissance du marché des possibilités de répondre à des besoins. Besoins implicites, besoins non exprimés. On va travailler à révéler les besoins. Personnellement, je ne crois absolument pas qu'on crée des besoins. Moi, je pense que quand le besoin n'existe pas de manière implicite, arriver à créer le besoin, un besoin qui n'existe vraiment pas, c'est-à-dire véritablement arriver à faire consommer quelque chose que les gens ne veulent pas consommer parce que ça ne correspond pas à leurs besoins, on peut y arriver avec une artillerie extrêmement forte de manipulation, de communication, mais c'est extrêmement difficile. Le boulot, en fait, c'est pas celui-là, c'est de révéler tous les besoins qui sont implicitement là, mais qu'on ne connaît pas. Tout ce que l'on est prêt à consommer si on nous l'offre, mais qu'on est incapable d'exprimer, parce que tout simplement, on ne peut même pas imaginer que ça puisse exister. Mais ça, ce n'est pas créer des besoins, c'est révéler des besoins implicites, des besoins embryonnaires, des choses qui, quelque part, existent sous une forme, encore une fois, très embryonnaire dans les attentes. Et l'idée de dire, finalement, on produit et la possession de l'outil de production, en fait, est la base de la consommation, car on produit, et parce qu'on produit, et parce que le peuple est en manque, il va consommer. C'est quelque chose, évidemment, dont on voit depuis un certain temps les limites, notamment à l'Ouest. Alors, les choses ont évidemment ont beaucoup évolué. On se souvient, je pense que tu t'en souviens en particulier, de tous les efforts qui ont été faits à une époque pour mettre en place des systèmes extrêmement sophistiqués qui avaient théoriquement pour but de renforcer la relation client et qui, dans la plupart des cas, a au contraire éloigné le client d'entreprise. Beaucoup de rapports ont bien montré que la mise en place des premières générations de systèmes CRM se sont avérées en fait très préjudiciables à la relation client. Alors aujourd'hui, les choses ont considérablement changé, notamment liées aux efforts intelligents des consultants leaders dans ce domaine-là, dont CSC. Ce qui prouve une fois de plus que ce n'est pas parce qu'on a une bonne intention que la mise en œuvre va dans le sens de l'intention. Ça peut effectivement, on peut arriver à une situation totalement inverse. Et on arrive aujourd'hui à une situation dans laquelle beaucoup de questions se posent, puisque la digitalisation pousse à une virtualisation, que cette virtualisation suppose des rapports basés sur autre chose, et notamment l'importance absolument considérable des réseaux sociaux, et dans le monde entier. Je peux vous dire qu'en Chine en particulier, les réseaux sociaux contrôlés par la Chine, les Chinois, je parle des réseaux sociaux d'origine chinoise, bien sûr, ont une importance majeure. C'est aujourd'hui les plus grands consommateurs à l'unité d'activité au travers des réseaux sociaux du monde. Et évidemment, tout ça nous dit, mais est-ce que l'on va vers une déshumanisation ou vers une réhumanisation des rapports, et donc de quel type de dialogue parle-t-on? Alors, en réfléchissant à ce matin, je suis revenu comme ça en arrière,
J'ai souvenir d'une situation aux États-Unis avec une banque qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'elle a été rachetée et rachetée, donc les gens ont changé. C'est Bank One, qui est une très très grande et belle banque très innovante. Et Bank One, à un moment, a développé un kiosque entièrement automatique dans lequel, sur un grand écran, un personnage virtuel, dans le genre Gara Ford, comment... Voilà. D'ailleurs, on pouvait choisir mâle ou femelle, d'ailleurs, si on voulait, ça dépend. Bon, les deux étaient prévus. Et qui, dans un kiosque, vous voyez, comme un photomaton, mais qui fermait, sécurisé, permettait d'avoir une relation bancaire qui allait plus loin que l'automate, etc., etc. Et puis, c'était surtout destiné à des zones pas très riches, parce que dans les zones très riches, on préférait garder le contact. Et notamment dans des zones dans lesquelles il y avait beaucoup de personnes âgées. Âgées et pas très riches. Aux États-Unis, il y a les âgés plus riches, dans certains quartiers de Miami, et puis dans d'autres quartiers de Miami, il y a les âgés moins riches. Alors évidemment, l'idée naturelle, c'est de se dire, mais ça n'a pas marché. Parce que ces gens-là, et on parle d'une situation d'il y a une quinzaine d'années, ces gens-là ne vont peut-être pas être forcément à l'aise avec une interface qui, malgré tout, est une interface déshumanisée. Et donc, ça a été testé. Et bien, le résultat s'est avéré complètement inverse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans tous les éléments d'appréciation, on a vu que ce qui ressortait, qui était quelque part en avant, c'est de dire que tout ça réhumanisait la relation bancaire. Et ça réhumanisait la relation bancaire parce que le personnage virtuel, il était toujours souriant, il avait le temps, il écoutait répéter la question 15 fois et la réponse si on ne la comprenait pas. Et donc, quelque part, un certain nombre de gens se disaient, mais par rapport à une banque, les choses ont changé aujourd'hui, à une banque productiviste, dans laquelle la personne a 2 minutes et demie pour traiter chaque client, n'a pas le temps, parle vite, avec des tas d'accents, derrière donc, une relation certes humaine, mais totalement déshumanisée, parce que sous la pression d'impératifs de productivité forte, ben là, on réhumanise avec du virtuel. Alors c'est terrible, parce que évidemment, ça nous pousse à dire, mais finalement, est-ce que l'on parle d'une humanisation ou simplement d'une perception d'humanisation qui est évidemment une grande manipulation, cette perception? Est-ce qu'on se satisfait de cette perception? Est-ce que cette perception suffit finalement à redonner le sourire aux clients? Alors on aurait pu se poser la question longtemps, sauf qu'aujourd'hui, elle n'a plus de sens, cette question. Elle n'a plus de sens parce que ce que l'on attend de la relation client n'est plus simplement qu'il soit heureux, le client. Ça ne suffit plus. Et on voit, et ça illustre bien aussi une évolution naturelle. Finalement, dans un premier temps, la relation client est pour but de vendre, quoi. Un client, il arrive, on lui saute dessus et on lui vend ce qu'il n'a pas envie d'acheter, mais pour lequel il va payer, sans trop se préoccuper de savoir ce qu'il va faire ensuite. Et finalement, si ça ne lui sert à rien, c'est pas grave parce qu'il reviendra acheter, et ainsi de suite. Je veux dire, les manuels des vendeurs de voitures dans les années 70 aux États-Unis ne sont pas là pour inspirer la confiance, mais au contraire pour faire en sorte que, sans vraiment avoir compris pourquoi, on ressort en ayant fait un chèque pour acheter une voiture rouge avec des pois verts dont on n'avait absolument pas envie et pas besoin. Bon. Et dans un certain cas, ça marchait. Évidemment, on a vu la fin de ce type de relation, qui évidemment n'était pas basée sur un dialogue, mais sur un rapport de force dans les monologues, en faisant en sorte que le monologue du vendeur finisse par être suffisamment bien articulé pour qu'il couvre le dialogue et qu'il offre une... Bonjour, heureux de vous revoir également. Toujours intéressant de voir des gens qui ont contribué. Deuxième stade, c'est effectivement, on s'est dit, mais attendez, il faut quand même leur demander leur avis, leur faire apprécier. Et on est rentré dans des époques où, finalement, on attendait de la relation client, en plus de la réalisation d'une transaction, des avis permettant notamment d'améliorer les choses. D'abord, de savoir si les gens, finalement, étaient satisfaits ou pas de la relation, et derrière, comment améliorer un peu les choses en fonction des avis des uns et des autres. Et forcément, ça a changé le mode collaboratif. Et puis, on est arrivé à cette situation plus contemporaine dans laquelle, finalement, on se dit aujourd'hui, ceux qui gagnent dans des marchés compétitifs, c'est ceux qui arrivent à engager le client
dans la manœuvre de création de l'offre nouvelle. C'est-à-dire qui arrive à mobiliser la créativité de l'écosystème qui se déploie autour de l'entreprise. Alors pas seulement au niveau des clients, mais principalement dans cette relation avec le client. Ça veut dire que c'est plus simplement la vie, est-ce que je suis content, pas content, c'est comment arriver à engager le client dans un processus continu pour une co-création des offres nouvelles, en essayant de mobiliser toute sa créativité. Et on voit que certaines entreprises y réussissent très bien. On voit le nombre d'entreprises aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux comme un vecteur pour établir un dialogue de construction, en proposant des outils de conception par ordinateur simplifiés, permettant à des aficionados de faire des réponses structurées, de les renvoyer. Et puis après, on a toutes ces réponses et on établit de nouveau un autre rapport client qui est un rapport lié au vote, c'est-à-dire qu'on rediffuse auprès d'un certain nombre de gens représentatifs toutes les possibilités de produits nouveaux et ces clients engagés, mais un peu moins, vont voter. Et après, on va mettre en production quelque chose qui correspond à ce qui aura été conçu finalement par le marché et sélectionné par le marché. Lego fonctionne de plus en plus comme ça, avec des résultats extrêmement marquants. Enfin, Zara fonctionne comme ça depuis longtemps. La liste des entreprises qui mettent en place ou qui ont mis en place ce type de logique est considérable. Et là, on voit qu'effectivement, on est sur une autre forme de relation, puisqu'on n'est plus sur une transaction financière à un moment, on est sur l'établissement d'une relation durable qui doit permettre aussi l'établissement de revenus récurrents, d'un échange de valeurs récurrent. Pourquoi l'économie de service? Parce que l'économie de service, c'est une économie dans laquelle on cherche à résoudre des vrais problèmes. Les services sont là pour résoudre des vrais problèmes. On consomme énormément de services, mais on consomme en général des services parce qu'on a une vraie demande. Pas toujours vrai des produits. On peut acheter un produit puis se dire finalement il ne sert à rien. Service, non, en général, si on vient ici, on prend un train ou un taxi, c'est un vrai service. Bon, à tous les niveaux, cette réalité est forte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en contrepartie, le milieu de la production du service attend un revenu récurrent et régulier. Et c'est bien ça que l'enjeu aujourd'hui des relations clients, mettre en place une logique d'échange de valeurs vertueuse, avec le risque qu'elle soit rapidement vicieuse. Vertueuse, c'est-à-dire pour lequel l'offre de valeur dépasse les attentes, et dépasse les attentes de manière continue, c'est-à-dire non pas une fois waouh, mais waouh tout le temps, ce qui évidemment représente un défi permanent, parce que la barre n'arrête pas de se lever. Et que si on dit à un moment, ah, c'est trop, je ne peux pas aller plus loin, forcément, on va perdre du terrain. Et pour pouvoir en permanence monter la barre, ça veut dire qu'il faut en permanence remettre en cause le modèle dans lequel on fonctionne, le modèle économique, et même le modèle de construction et de production du service, notamment le rôle que doit jouer la technologie, etc. Sinon, on ne peut pas remonter la barre. C'est pas complètement linéaire, c'est une série de vagues remontées, avec à chaque fois des remises en cause. Et pour en arriver à une relation durable dans laquelle le client, en contrepartie, donne à l'activité de service, qui peut d'ailleurs être à l'origine celle d'un industriel qui a trouvé le moyen de tertiariser intelligemment son offre, lui offre les moyens justement de prospérer, d'investir et de continuer. Et alors on peut s'interroger sur ce que sera le stade d'après, et un certain nombre de futurologues imaginent évidemment des choses qui peuvent devenir inquiétantes, parce que l'étape d'après, c'est ce que certains appellent l'étape de transformation, c'est on passe d'une économie industrielle à une économie de service qui devient elle-même une économie de l'expérience, basée sur le fait que l'on provoque de l'émotion, et puis on va, attention, vers une économie de transformation dans laquelle on transforme les personnes complètement, et on les transforme pour les faire se sentir extrêmement intégrés dans une communauté, et évidemment les réseaux sociaux aident considérablement, une communauté qui peut avoir ses règles et qui va être en compétition avec d'autres communautés. On voit que le risque de la dérive sectariste, finalement, est pas très loin, et quelque part, on se dit jusqu'où est-ce que l'activité économique
peut mener la relation? Jusqu'où est-ce que le dialogue bien maîtrisé peut conduire à monter une relation porteur à terme d'un niveau d'intrusion considérable? Et les capacités de manipulation des organisations bien aidées par des écoles de business, par des consultants, etc., cette capacité est forte. Donc, derrière tout ça, se pose déjà la question de savoir quel cadre éthique il faut mettre en place pour véritablement gérer cette progression du dialogue pour l'enrichissement de la relation client. Sans une réflexion sur l'éthique de ce dialogue, eh bien, on prend finalement le risque d'arriver à créer un certain nombre de monstres. Mais fort heureusement, aujourd'hui, nous avons affaire à la fois à des personnes et des entreprises responsables et qui fonctionnent avec une forte éthique. Et donc, je crois que nous n'en serons pas encore à poser ces questions-là.